Bonjour. Alors, donc, vous aurez compris que moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la traduction des littératures autochtones de l'anglais vers le français. Et la difficulté avec laquelle on peut se retrouver comme traductrice, c'est que souvent, ce sont des littératures qui expriment de grandes souffrances, non seulement personnelles, mais aussi collectives. Et souvent, en fait, les écrivains autochtones vont utiliser la littérature comme outil de guérison, à la fois, encore une fois, personnel, mais aussi un outil collectif de guérison. Donc, quand on a ça en tête, ben, on se demande, est-ce que ce type de littérature qui est beaucoup marqué par la souffrance, est-ce qu'on peut s'imaginer que la traduction puisse être perçue comme un acte de création? Est-ce qu'on se sent à l'aise de faire une traduction, donc, qui se dirait créative par rapport à ce type de littérature, surtout quand la traductrice, comme c'est dans mon cas, est allochtone, donc n'est pas autochtone. Donc, ça, on se retrouve dans une posture qui est d'autant plus délicate. Donc, on sait que le Canada est un État colonial qui a donc cherché à assimiler les populations autochtones, entre autres par l'entremise des pensionnats. Et en fait, c'est grâce au plus grand, plus important recours collectif de l'histoire du Canada, qui a été intenté par des survivants des pensionnats, que là, le Canada a dû reconnaître finalement sa part dans les tentatives d'assimilation des peuples autochtones. Et là, donc, on se rend compte qu'on est dans un contexte très particulier et quand on se retrouve avec des écrivains autochtones comme Lee Miracle, par exemple, qui est salé chez Stolo, mais qui a vécu donc dans cet État colonial, ben là, on se demande donc comment arriver à traduire, mais traduire aussi de manière éthique ces œuvres-là. Parce que donc, les littératures autochtones sont généralement politiques, non seulement parce qu'elles expriment beaucoup de souffrance, parce qu'elles dénoncent donc les répercussions du colonialisme, les injustices, les préjugés dont ont été victimes et continuent aussi d'être victimes les peuples autochtones, mais c'est aussi des littératures qui généralement cherchent à se réapproprier des différentes identités autochtones, à partager des visions du monde qui sont différentes des visions du monde euro-américaines, qui veulent célébrer les cultures et les spécificités autochtones. Donc, dans cette position-là où on traduit ce genre d'œuvre-là, ben là, je me disais, donc oui, tentons une traduction plus créative, mais jusqu'à quel point? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des écrivains autochtones en Amérique du Nord écrivent en anglais pour deux raisons généralement. Donc, ça peut être parce qu'ils ont envie d'avoir un lectorat plus grand, puis évidemment, ben, s'ils écrivent dans une langue autochtone, ça limite grandement le lectorat. Mais ça peut être aussi parce que plusieurs, justement à cause de l'assimilation, plusieurs autochtones ne connaissent pas leur langue ancestrale et donc se rabattent bien sûr sur une langue coloniale comme l'anglais ou le français. Donc, je me retrouve dans cette position-là. Je m'interroge aussi beaucoup sur l'éthique. Comment traduire respectueusement ces œuvres-là, mais tout en utilisant la pleine potentialité là, de la traduction. Et en même temps, en étant consciente que ben, dans toutes ces œuvres, il y a toutes sortes d'implicites politiques, idéologiques, puis en même temps, ben, moi, je traduis en venant d'une autre culture, d'une autre société, qui va faire en sorte que mon travail aussi va être teinté de certaines valeurs qui ne sont pas forcément celles des auteurs qui vont être traduits par la suite. Donc, est-ce que je me sens à l'aise avec l'idée de produire une traduction créative? Puis là, en même temps, je tombe sur certains articles comme celui de Jean-Yves Masson, qui est un universitaire, donc, qui va dire, ben, dans le fond, toute forme de traduction est une création. Parce que à partir du moment où on a un texte traduit, ben, on a les mots de la personne qui a traduit et on n'a plus les mots de l'auteur ou l'autrice originale. Donc, par la force des choses, toute forme de traduction est création. Fait que là, quand on se fie à ce que Masson dit, ben, ça enlève un petit poids parce qu'on se dit, oui, j'ai pas le choix de passer par la création puisqu'effectivement, je suis en train de créer une autre œuvre. Puis en même temps, évidemment, ce qu'on entend souvent en traduction, en traductologie, puis là, on se rend compte de plus en plus qu'il y a quand même un discours qui change,
mais ce qu'on entend souvent, c'est la tendance à parler de perte en traduction. Souvent, le message qui est véhiculé, entre autres par les études littéraires, c'est forcément, ben, la traduction, c'est une perte parce que dans l'idéal, on lit dans la version originale. Puis en même temps, Masson continue en disant, c'est drôle parce que, donc, on voit toujours la personne qui traduit comme cette personne qui fait de son mieux, mais qui en même temps, forcément, offre un produit qui est moins bon que l'original. Mais ce qu'il dit, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'il y a deux types de traducteurs de traduction qui échappent à ça. Fait qu'il dit, il y a ceux qui traduisent tout ce qui concerne la paralittérature, qui concerne la littérature qui est, disons, qui est pas au rang de grande littérature. Là, il dit, on laisse vraiment la chance au traducteur et à la traductrice d'être très créatif parce que là, fantastique, ce qu'on veut, c'est que le lectorat soit plus grand, que l'œuvre soit plus facile à saisir par le lectorat, que le lectorat se sente pas dépaysé forcément. Donc là, on offre cette créativité à la personne qui traduit. Et il dit l'autre plan qui est beaucoup plus réduit, c'est quand on a quelqu'un comme par exemple Baudelaire, qui est déjà un écrivain reconnu, et là on lui demande de traduire certaines œuvres, et là on va reconnaître que sa traduction devient une œuvre à part entière. Et là, on quitte le domaine de la perte en traduction. Mais il dit, à moins que vous fassiez partie des deux clans, ben, automatiquement, vous allez être classé par ceux qui ont fait de leur mieux, mais qui arriveront jamais à quelque chose d'aussi exceptionnel que l'œuvre de départ. Donc ça, je trouvais ça intéressant quand même. Donc, pour plusieurs encore, il y a cette idée que, ben, la traduction, c'est pas de la création, puis on essaie de faire son mieux simplement pour rendre une œuvre originale. Mais en même temps, de plus en plus, ce qu'on entend dans les discours, c'est ben non, finalement, la traduction, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Puis il faut arrêter justement de toujours livrer cette même idée qu'il y a une perte en traduction. Et donc, pour plusieurs, ben, la recherche, création va devenir un bon moyen d'aborder le domaine de la traductologie, par exemple. Puis pour certains, donc, l'idée de la traduction, c'est plus l'idée d'aller chercher même un bénéfice, ou à tout le moins d'avoir une lecture différente du texte. Donc, ce qui fait qu'on peut aussi avoir un gain grâce aux traductions. Puis en même temps, ben, il y en a qui vont dire également, c'est sûr que même la même personne qui traduit deux fois le même texte, mais disons à 10 ans ou 20 ans d'intervalle, ne traduira pas exactement de la même manière. Donc, ça montre aussi qu'il y a toujours un rapport qui devient différent, non seulement d'un texte à l'autre ou d'une traduction à l'autre, mais même si le traducteur refaisait cette œuvre-là, cette traduction-là plus tard, il y aurait des différences aussi qui deviennent très intéressantes et qui montrent l'aspect créatif de la chose. Donc, il y en a, par exemple, comme Clive Scott, universitaire Clive Scott, qui va dire que, en fait, la traduction, c'est pas la répétition d'un texte dans une autre langue, mais c'est plutôt une complicité entre deux textes qui sont, somme toute, différents. Donc, certains vont s'intéresser non seulement, je dirais, à l'aspect créatif de la traduction, mais même à la traduction expérimentale. Et là-dessus, entre autres, il y a la chercheuse Carmen Africa Vidal Claramonte qui va écrire un ouvrage, justement, où elle s'intéresse à la littérature expérimentale, où là, donc, les barrières éclatent véritablement. Mais, par contre, elle propose cette traduction-là pour un certain type de littérature, ce qu'elle appelle donc the unoriginal literature. Donc, c'est un type de littérature, en fait, on pourrait parler d'œuvres qui sont fondées sur l'appropriation textuelle plutôt que culturelle. Donc, au sens où ce sont des œuvres qui sont créées à partir d'autres œuvres déjà écrites. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ben, quand les critiques littéraires parlent de ces œuvres qui sont des unoriginal literature, et quand tu parles de la volonté qu'ont les écrivains d'offrir ce type d'œuvre-là, ben, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent une littérature qui critique d'une certaine manière la création, mais qui ouvre la porte à une traduction créative. Parce que, puis là, je vous cite Kenneth Goldsmith, qui justement est critique littéraire et qui justement, lui, est pour ce type de littérature qui vient piger dans les autres, parce qu'il va dire,
Do we really need another creative poem about the way the sunlight is hitting your writing table? Et sa réponse, c'est non. Donc, il fait vraiment un pied de nez à la création littéraire dans ce cas-ci. Et Africa Vidal va donner un exemple concret de ce que représente cette littérature non originale avec le roman Tristano de Nanni Balestrini, donc un écrivain italien, et qui a écrit donc un roman d'amour, mais à partir d'extraits de textes déjà écrits. Donc, il y a des textes tirés des journaux, de guides de voyage, par exemple, de récits. Et là, l'écrivain va piger là-dedans pour créer son propre roman. Et là où ça devient intéressant aussi, c'est que chaque copie de l'œuvre est différente parce qu'il va utiliser un algorithme pour faire en sorte que le roman d'amour soit réécrit à chaque fois différemment, que donc l'amalgame des textes dans lesquels il a été pigé change d'une copie à l'autre carrément. Donc il dit, je pourrais imprimer des millions du même livre et arriver toujours à un résultat qui serait différent. Donc, ça, c'est l'exemple que Africa Vidal donne. Et là, elle dit, là, on peut vraiment s'amuser avec la traduction expérimentale, avec ce type d'œuvre. Mais donc, on sent qu'elle se restreint à ça. Puis là, on arrive avec une autre universitaire, Lily Robert Foley, qui s'intéresse aussi à la traduction expérimentale, mais elle va plus loin. Donc, au départ, puis c'est vraiment un texte fantastique. Je vous nomme le titre de l'article parce que c'est vraiment un bijou, là. The Politics of Experimental Translation, Potentialities and Preoccupation. Au départ, dans son article, elle présente la traduction expérimentale comme quelque chose de possible avec tout texte littéraire. Et là aussi, elle donne une définition fantastique de ce que peut être la traduction expérimentale. Et là, on s'aperçoit que tout est possible en traduction expérimentale. Ça donne des idées auxquelles on n'avait jamais pensé et elle va loin, là. Donc, elle est en train de dire que dans ce type de traduction, on peut carrément mal traduire le texte original. On pourrait décider de simplement traduire les sons et non pas le sens. On peut décider de traduire avec une langue qui n'existe pas. Puis là, ça me faisait penser un peu à ce dont tu parlais. Puis même, elle dit, on pourrait en arriver à une traduction d'une œuvre originale qui n'existe pas elle-même. Donc, il y a vraiment tout un monde de possibles. Puis juste dans la définition qu'elle fait de la traduction expérimentale, je pense que c'est sur 3 pages. Donc, puis en même temps, elle dit, là, ça a l'air extrêmement ludique, ce qu'elle présente, puis elle dit, elle en est tout à fait consciente, mais elle va dire, ce qu'elle veut accomplir par la traduction expérimentale, c'est pas juste non plus quelque chose d'esthétique. Donc, elle se préoccupe aussi de questions sociales et politiques par l'entremise de la traduction expérimentale. Donc là, ce qu'on s'aperçoit avec ces différents chercheurs et chercheuses, c'est que finalement, donc, pour certains, on est encore dans l'idée que la traduction est une perte. Pour d'autres, que forcément la traduction est une création. Et là, on s'aperçoit que pour certains aussi, on peut aller encore plus loin. Puis finalement, la traduction expérimentale, là, permet tout un monde de possibilités encore plus grandes. Mais si je reviens à ce qui me préoccupe principalement, c'est-à-dire la traduction des littératures autochtones, ben je me dis, est-ce que je peux me rendre jusqu'à la traduction expérimentale, compte tenu qu'il y a toutes sortes de questions éthiques? Je suis pas encore convaincue, n'est-ce pas? Puis en même temps, ce dont on s'aperçoit à la lecture de ces différents chercheurs, c'est que compte tenu des différentes définitions qui sont faites, parfois on va dans la création alors qu'on pensait pas y aller. Je donne un exemple. Si on revient à Lee Miracle, elle écrit donc Raven Song. Cette œuvre-là va être traduite donc par Joanie Demes. Et Lee Miracle, sa langue ancestrale, c'est l'alcomélème. Parle-t-elle l'alcomélème? C'est pas clair. D'ailleurs, avec une autre traductrice, Céline, on lui avait posé la question, donc Céline Parent, on lui avait posé la question au moment donc de la sortie de la traduction française, puis elle avait comme contourné la question. Fait qu'on sentait qu'elle n'avait pas vraiment envie de répondre, donc on présume que possiblement non, mais elle s'inspire tout de même de la grammaire alcomélème pour écrire ses œuvres. Je donne un exemple. Donc, il y a un trickster dans Ravensong.
Raven, donc c'est-à-dire un corbeau. Et là, en anglais, il est écrit en anglais, ben, Raven, ce devrait être, on devrait utiliser donc it comme pronom pour désigner Raven. Elle, Miracle, il va pour she. Donc, elle féminise le corbeau. Et tout au long du récit, donc, ce personnage va être féminisé. Et donc, elle fait une entorse claire à la grammaire anglaise. Et là, Joanie de Mers se retrouve donc devant le défi de traduire Miracle. Et là, elle va décider à son tour de féminiser Corbeau. Puis là, ça tombe bien parce que Corbeau, c'est un nom masculin, donc few. Ça règle le problème. Mais elle va aller jusqu'à décider donc de féminiser. Là, le problème, c'est que dans Raven Song, il n'y a pas de note du traducteur, comme c'est souvent le cas dans les traductions littéraires. Donc, il y a eu des problèmes de réception, par exemple en France, qui comprenaient pas ce qui se passait et qui voyaient simplement dans la traduction ben, une mauvaise qualité de travail. Donc, c'est ce que René Saint-Éloi avait partagé. Donc là, on pourrait se demander, mais quand Joanie Demers décide à son tour de féminiser Raven, donc elle est en train de faire de la traduction littérale. Donc, est-ce que de la traduction littérale, est-ce que c'est créatif ou non? Et là, si on se fie à ce qu'a écrit donc Lance Hewson, ben, il va dire, on pourrait s'imaginer que la création littérale, dans le fond, c'est un choix un peu automatique de traduire. Mais il dit en même temps, dans les normes traductives, pardon, ben, les traducteurs, au contraire, vont généralement éviter la traduction littérale pour plutôt reformuler pour que ça sonne bien dans la langue de traduction. Donc, ce qui fait que même si la traduction littérale semble un choix facile, ben finalement, on se rend compte que non, il y a quelque chose de souvent plus créatif parfois dans la traduction littérale que dans cette volonté de répondre à des normes en traduction et de simplement reformuler. On pourrait se dire que, à la lumière de tout ça, Joanie Demers, la traductrice de Ravensong, fait donc de la traduction créative par ce choix donc de traduire littéralement certains aspects de l'œuvre de Miracle. Donc, ce qui fait en sorte que non seulement elle reproduit ce qui a été fait dans l'œuvre originale, mais en plus, on pourrait dire que éthiquement aussi, elle répond à certaines exigences parce que, ben, comme Miracle avait intégré des éléments de la grammaire alcomélène, ben, Joanie Devers réussit à présenter cet aspect-là aussi dans sa traduction. Donc, on en arrive au moment où on se dit, ben, donc, il est possible d'avoir une traduction créative tout en conservant quand même l'aspect éthique de la traduction. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, finalement. Et là, je commence à être contente. Là, je commence à me sentir mieux. Puis en même temps, si on revient à Lily Robert Foley, elle-même va se poser la question parce qu'au début, elle présente la traduction expérimentale comme étant une possibilité, peu importe le texte. Puis au bout d'un moment, elle commence à réfléchir en disant, est-ce que tout texte permet ce type de traduction? Et là, elle va parler d'un exercice qu'elle avait fait avec d'autres où ils se retrouvent ensemble et décident de traduire donc un texte écrit dans une langue ancienne éthiopienne. Et là, elle va dire, dans le groupe, il y a une seule personne qui connaissait cette langue. Et elle dit, tous les autres, elle compris, ne connaissaient pas cette langue. Donc, quand ils traduisent le texte, ben, ce que font les gens, c'est qu'ils traduisent la sonorité du texte. Puis là, elle se demande, mais est-ce que c'est quoi de l'appropriation culturelle? Est-ce que c'est éthique comme choix dans ce cas-ci, compte tenu du fait que c'est une langue ancienne éthiopienne? Puis là, dans le fond, elle se dit, parce que quand on fait de la traduction expérimentale à partir d'œuvres originales écrites par des hommes blancs qui ont été encensés, qui sont reconnus dans l'histoire, ça va bien. On n'a pas de problème éthique. Et pour elle, ça devient un acte politique. Mais elle se dit, dans le cas où on se retrouve avec des auteurs ou des textes qu'on pourrait considérer subalternes, est-ce qu'on a cette même liberté et est-ce qu'on accomplit la même chose? Puis là, elle se demande, ben, finalement, est-ce qu'une traduction plus littérale et donc moins expérimentale et créative arriverait pas au même but qu'une traduction expérimentale avec un texte canonique?
Donc là, c'est intéressant parce que donc, elle est en train de dire que peut-être que tout n'est pas possible dans tous les cas. Puis en même temps, ce qu'elle va dire, c'est, sauf que si on refuse une traduction expérimentale sur des textes subalternes, est-ce qu'on n'est pas en train aussi d'imposer nos visions, nos normes euro-américaines, alors que savons-nous quelles sont les normes pour ces textes subalternes? Elle se pose des questions très intéressantes et importantes et elle en arrive à ce qu'elle va nommer donc une conclusion sans espoir. Donc, elle utilise le terme a hopeless conclusion à toute cette réflexion-là. Et là, faut que je vous lise un passage parce que c'est tellement savoureux comment elle écrit. Donc, je peux pas paraphraser ça. Perhaps this opposition to norms is merely an idle pastime of people with access to an elite education, hoping to comfort themselves that spending their time doing exactly what pleases them with little regard or discomfort about the dire state of global affairs is actually accomplishing some kind of noble yet immeasurable ideological goal. Extraordinaire parce que là, critique aussi donc la position des intellectuels, des universitaires en disant mais est-ce que des fois on fait pas juste comme essayer de montrer que ce qu'on fait est fort important, qui est politiquement très engageant, alors que tout ce qu'on veut faire finalement c'est s'amuser. Toujours est-il que ce que je trouve intéressant, c'est que avec toutes ces visions de ce que peut être la traduction-création, la traduction expérimentale, ben, ça montre en fait tout un monde de possibles. Puis je pense que ça permet encore plus de montrer avec encore plus d'évidence que de toute manière, toute forme de traduction est un art complexe qui, oui, forcément, est créatif. Après ça, choisissons à quel point on est créatif avec la traduction. Mais je pense que toutes ces recherches et ces réflexions vont, qui permettent et vont continuer de permettre aussi de vraiment saisir la traduction et l'objet traduit comme une œuvre en soi et non plus comme une pâle copie de l'original. Merci.